Que cela ne fasse aucun doute, je suis l'assemblage de nos ancêtres, l'arène où ils exercent mes moments. Ils sont mes cellules, et je suis leur corps. C'est du Favre-Chi que je parle, de l'âme, de l'inconscient collectif, la source des archétypes, le réceptacle des traumas et des joies. Je suis leur choix de leur éveil, mon samadhi et leur samadhi. Leur expérience est la mienne, leur savoir distillé est mon héritage. Ces milliards d'êtres sont un en moi. Les mémoires volées d'une. Hello et bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je m'appelle Jennifer et je t'accompagne à mieux comprendre ta sensibilité, à renouer avec la sagesse de ton corps et à booster ton estime. Ensemble, cheminons vers ton épanouissement, libérons les croyances qui te freinent et l'acceptation de toute ta singularité. Es-tu prête à plonger au cœur de ton être? Alors c'est parti! Aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que je reçois Moreno Fazzari, thérapeute spécialisé de la psychogénéalogie et du tarot de Marseille. Il s'est formé directement auprès d'Alejandro Jodorowsky, dont il a été l'assistant et exerce depuis plus de 30 ans. Il travaille aujourd'hui à Paris et donne des séminaires et conférences en France et en Italie. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Bonjour Moreno, bienvenue sur le podcast Unique et Libre. Je suis ravie de t'accueillir, déjà parce que j'apprécie le personnage, j'aime beaucoup ton énergie, ce que tu dégages également, mais aussi ton travail à travers le tarot de Marseille et la psychogénéalogie. Alors, je préfère prévenir les auditeurs qui vont nous écouter. On va en premier vraiment se focaliser sur la psychogénéalogie aujourd'hui et je vais laisser te présenter, donc nous dire voilà, qui tu es et aussi ce que tu fais. Alors bonjour à toutes et à tous, bonjour Jennifer, c'est un plaisir d'être là avec toi et avec tout le monde aujourd'hui. Alors je me présente, je m'appelle Moreno Fazzari, comme tout le monde, enfin comme ceux qui me connaissent, qui me suivent me connaissent, et voilà. Et donc je suis thérapeute, et je m'intéresse au travail personnel, à tout ce qui est de l'ordre de l'humain, de la psychologie. Et donc, j'ai étudié pendant des années. Aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans que j'utilise le tarot de Marseille comme un instrument de connaissance de soi et pas comme un instrument de voyance, hein, de Mmh. prédiction. En tout cas, c'est comme ça que je l'utilise, c'est comme ça qu'on me l'a transmis. Parce que j'ai étudié, j'ai été aussi élève et disciple et au final même assistant de Alexandro Jodorowsky, qui est un personnage très connu quand même, qui est un artiste, mais qui s'intéressait aussi à l'aspect psychologique, donc au tarot, à la psychogénéalogie. Il faut savoir que dans les années 70, ça a été le premier avec Anne Ancelin Schutzberger, qui ont redécouvert, on va dire ça comme ça, la psychogénéalogie. Tellement que le terme psychogénéalogie a été inventé par Monsieur Jodorowsky. Parce que ça n'existe pas avant. On parlait, Anne Ancelin, on parlait de héritage transgénérationnel, mais le mot psychogénéalogie n'existait pas. Donc Alejandro a inventé ce mot qui s'est répandu dans le monde entier. Aujourd'hui, tout le monde parle de psychogénéalogie. Donc voilà, j'ai fait, en réalité, si je veux bien me présenter, j'ai fait vraiment un long travail sur moi. C'est ce qui m'a poussé au final à être thérapeute. Ce n'était pas un choix premier pour moi parce que je m'intéressais vraiment à mon travail personnel. Je l'ai fait pendant des années et par passion, je me suis mis dans un café comme il faisait Alejandro pour tirer les tarots gratuitement. Et donc, j'ai vu des milliers de personnes défiler en 20 années au moins, des tarots gratuits dans des cafés. Et c'est comme ça que peu à peu, j'ai tellement accumulé de connaissances sur l'être humain que les choses m'ont poussé à devenir thérapeute. Voilà, à faire quelque chose de toutes ces connaissances accumulées. Mais surtout, effectivement, je pense que pour qui s'intéresse à devenir thérapeute, par exemple, qu'il est important de faire un travail personnel, d'expérimenter ces connaissances sur soi avant de se lancer avec les autres. C'est primordial à mon avis. Et voilà, je me suis intéressé à beaucoup de choses, au chamanisme, à l'hypnose, l'auto-hypnose, à la méditation. Je pratique des techniques de méditation très précises depuis des années. Voilà, je fais pas mal de choses reliées à l'humain et à sa psyché. Mmh.
Ouais, super. Est-ce qu'il y a eu, justement un événement ou peut-être quelque chose qui t'a conduit sur ce chemin? Mmh, oui, oui, bien sûr, parce que alors j'essaie de faire court, mais tu sais, dans les années, 80, fin 80, j'ai commencé à lire par hasard, p par une suite de hasards comme ça, qui m'ont amené à lire Carlos Castaneda. Je ne sais pas si Mmh. tu connais, peut-être de nom? Non. Bon, c'est des livres qui ont été vendus, presque à 30 millions d'exemplaires dans le monde entier. Et c'est un monsieur qui, étudiait d'origine italienne, hein, argentin, mais d'origine italienne, qui étudiait à Los Angeles et il a commencé à vouloir faire une thèse sur les plantes psychotropes, entre autres aussi le peyote et la datura, des choses comme ça. Et il s'est rendu au Mexique pour rencontrer quelqu'un qui pouvait lui apprendre sur les plantes. Et là, il rencontre un chaman et suite à cette rencontre, au final, il devient son élève, hein, et il écrit il commence à écrire un, 2, 3 livres, ensuite 4, 5, 6, je crois qu'il y en a une dizaine aujourd'hui. Et en fait, il présente le chamanisme comme quelque chose de très différent de ce qu'on connaît habituellement. Parce qu'il relie ça à une connaissance ancestrale et il parle des Toltecs. Donc, Toltec, pour eux, veut dire en réalité homme de connaissance. Et donc, c'est cette voie-là, en cherchant cette voie-là, que je rencontre Alexandre Jodorowsky à Paris, au début des années 90. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans ce travail personnel, d'abord intéressé par le chamanisme, mais après, en rencontrant Jodorowsky, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas échapper au travail psychologique. Et quand on va Mmh. regarder le mot psychologie, en réalité, psyché vient du mot pneuma, c'est-à-dire souffle, âme, esprit, selon les traductions. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas dissocier le travail psychologique du travail spirituel. C'est la même chose. Et il est essentiel de se connaître psychologiquement si on veut évoluer dans la vie spirituellement. Parce que sinon, on Mmh. retombe dans des pièges déguisés et on ne se rend pas compte qu'on est en train de répéter quelque chose de notre famille, de notre passé, de notre psychogénéalogie. Et tout en étant dans un travail spirituel, on tombe dans des pièges qui sont exactement les mêmes que ceux qu'on a vécus dans l'enfance et transmis par notre famille. Je peux donner un exemple. Par exemple, mon père était absent, donc je n'ai pas eu de père présent, donc je cherche un père spirituel et je me retrouve en Inde avec un maître, on va dire un maître connu, qui a des milliers d'élèves et je vais rester là pendant 20 années, 30 années, et je ne deviens jamais le maître. Hein. Je reste l'éternel élève, qui est bien aussi d'être un élève pendant toute sa vie. Moi, je me considère quand même un élève toujours. Hein. Je veux toujours apprendre. Mais on ne fait pas ce pas pour attendre le Père, parce qu'on ne l'a pas eu. On se retrouve en Inde avec un maître dans un ashram qui ne nous connaît pas vraiment. Et comme mon père ne m'a pas vu, ne m'a pas reconnu, je me retrouve avec un maître qui ne me voit pas, qui ne peut pas me reconnaître parmi ces milliers d'élèves. Donc, je suis dans la même structure psychologique, même si je suis dans un travail spirituel, qui reproduit exactement ma problématique névrotique familiale. Voilà. Mmh. Et donc, il est important de se connaître psychologiquement, de savoir d'où on vient et qui on est. Et en sachant d'où on vient, qui on est, on peut savoir où on peut aller, où on veut aller. Donc, c'est Mmh. très important de se connaître psychologiquement. Est-ce que ce serait, justement, la définition pour quelqu'un, par exemple, qui ne connaît pas la psychogénéalogie, justement d'aller se connaître et de connaître, sa lignée, ses ancêtres? Si on devait l'expliquer comme tu l'as fait, au final simplement. Alors, oui, mais il faut aller les connaître d'un point de vue inconscient. Parce que consciemment, on s'est dit, même moi-même, quand j'étais tout jeune, et j'ai entendu parler les premières fois, je devais avoir 14 ans, hein, du travail psychologique, du fait de se connaître. Et moi, je me disais, mais je me connais, non? Et je me connais, même si ce n'était pas vrai, parce que du haut de mes 14 ans à peine, non, je me disais, je me connais. Et on pense se connaître même à un niveau conscient. Mais en réalité, après, je découvre que non, on ne se connaît pas, même pas au niveau conscient, à 14 ans. Peut-être à 30, on commence à se connaître mieux.
mais surtout, il faut se connaître inconsciemment. Qu'est-ce que je porte dans mon inconscient? Mmh. Qu'est-ce que j'ai hérité de mon père et de ma mère et de ma famille, hein? Mon grand-père, ma grand-mère et tout ça, non? Parce que on se retrouve avec des situations de vie qu'on va répéter quand on regarde l'arbre psychogénéalogique. On va répéter des problèmes émotionnels, des problèmes matériels, des problèmes créatifs, des problèmes existentiels, des problèmes avec l'argent, etc. Donc, il faut se connaître d'un point de vue inconscient. Exemple, Mmh. moi j'avais une difficulté à gagner de l'argent quand j'étais jeune, 20 ans, etc. Et en fait, je découvre que j'avais refusé l'argent parce que pour mes parents qui ont émigré en Suisse, l'argent était une source d'angoisse et puis c'était un sacrifice. Ils ont sacrifié leur temps avec la famille, ils ont sacrifié aussi leur pays natal parce qu'ils ont dû partir, ils ont sacrifié beaucoup de choses. Et donc pour moi, l'argent était un symbole de sacrifice. Et vu que c'était un symbole de sacrifice, j'ai refusé l'argent. Inconsciemment, je ne voulais pas gagner d'argent parce que ça symbolisait tout ça. Alors que consciemment, je me disais, je veux gagner de l'argent, je veux être normal, voilà, comme tout le monde, etc. Mais ça ne marchait pas dans la réalité. Et quand je découvre Mmh. qu'à j'avais ce blocage-là, cette vision malade de l'argent, c'est là que j'ai pu agir vraiment et changer le programme et faire en sorte que je puisse, voilà, gagner de l'argent normalement, on va dire comme tout le monde, même si aujourd'hui Oui. beaucoup de gens ont des problèmes avec Mmh. l'argent. Mais voilà, il faut se connaître d'un point de vue inconscient. Et Mmh. ça doit être fait dans les 4 énergies. Et c'est là qu'intervient le tarot, parce que c'est grâce au tarot, hein, qu'on a découvert la psychogénéalogie, en tout cas par ma lignée, hein, de connaissances. Parce que quand on s'est mis à travailler avec le tarot, avec les gens, on s'est très vite rendu compte qu'en fait, le tarot mettait en lumière la structure psychologique du consultant avec ses manques, avec ses trésors et bien sûr ses lumières, mais aussi son ombre. Et donc, avec le tarot, on s'est rendu compte que beaucoup de nos problèmes venaient du passé, hein, sans jeter la pierre Mmh. sur notre famille, parce que ça, c'est très important, hein, de comprendre ça, parce que, par exemple, moi, j'ai perçu mon père et ma mère d'une certaine façon. Mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient comme ça non plus. Ça veut dire que moi, j'ai perçu quelque chose d'eux, que je l'ai interprété et je l'ai intégré dans ma réalité comme ça. D'ailleurs, aujourd'hui, quand je dis aux personnes qu'il faut travailler sur son père et sa mère, ça ne veut pas dire aller voir ses parents, ça ne veut pas dire aller les changer. On ne peut pas les changer. Mais c'est Mmh. travailler sur l'image qu'on a introjectée en nous de nos parents. Comment j'ai Mmh. introjecté mon père? Comment j'ai introjecté ma mère? Voilà, c'est là que je dois aller travailler avec ma famille. C'est à l'intérieur de moi, de façon à changer, de façon à changer comment je les ai perçus, comment je les ai intégrés. Parce que Mmh. c'est toujours une interprétation, même si, bien sûr, exemple, parfois mon père il me punissait avec les mains, voire plus, non? Alors ça, c'est très clair, on le comprend très bien qu'il y a un problème là, non? Mais il faut aller aussi comprendre pourquoi il agit comme ça, parce que lui-même, il a subi la même chose, il n'avait pas d'autres informations, il ne savait pas comment m'élever d'une autre façon, non? Donc, Oui. je ne l'excuse pas, mais je peux le comprendre. Oui. Voilà. Mmh. Et donc, c'est tout un travail comme ça à faire, à comprendre consciemment et inconsciemment d'où on vient. Oui. Et puis, nous, on va avoir une interprétation de nos parents et quelque part, eux-mêmes aussi vont avoir aussi une interprétation, bah, de leurs enfants. Donc, c'est vrai qu'on pourrait dire comme s'il y avait, quelque part aussi des filtres qui vont nous donner aussi certaines, une certaine vision, peut-être certaines croyances, sur eux et inversement. Et inversement, tout à fait. Oui. Ça se passe Est-ce comme ça. que, hem libérer une mémoire transgénérationnelle, est-ce que ça change seulement l'individu ou toute la lignée? Parce qu'on entend souvent que faire ce travail-là, c'est aussi pour libérer le passé
mais aussi le collectif. Est-ce qu'au final, c'est plutôt un chemin individuel, donc du coup qui nous libérerait, nous en premier, mais aussi peut-être que notre propre descendance? C'est les 2. Ça agit Mmh. sur le personnel et sur le collectif. Parce que si on veut changer le monde, il faut se changer soi-même. C'est là qu'il commence le changement. Donc quand je me change moi, quelque part, je commence à changer le monde aussi. Et la Mmh. famille est très proche et nous avons un inconscient collectif. Alors, ça dépend bien sûr des problématiques et aussi à certains degrés. Et bien sûr que parfois, il faut aussi du temps. Mais moi, j'ai vu que quand je travaillais sur moi, quand j'agissais directement dans mon inconscient, ça réagissait immédiatement à 3000 kilomètres chez mes parents à l'époque. Et il y avait des choses qui se passaient directement en synchronicité, non? C'était incroyable. Je me disais, mais c'est incroyable. Hier, j'ai vu ça et aujourd'hui, ma mère m'appelle pour me dire ça alors qu'on n'a jamais parlé de Mmh. cet argument-là, non? Et donc, je voyais que ça bougeait parce que nous sommes tous unis. Nous avons l'illusion de la séparation. Mais en réalité, il n'existe pas cette séparation. Donc, à chaque fois qu'on avance, nous, on fait avancer un petit peu notre famille et toute l'humanité. Est-ce que tu penses, Moreno, qu'on a peut-être perdu un peu le lien, en tout cas, en Occident avec notre, lignée, avec nos ancêtres? Oui, oui, oui. C'est une chose qui est en train de se généraliser dans le monde, hein, je dois dire. On a perdu ces liens et c'est vrai qu'il y a une séparation entre aujourd'hui les jeunes et les vieux ou les plus anciens, si on veut. Il y a cette, on dit guerre des générations, non? Alors qu'en réalité, il devrait y avoir une union parce que je me rappelle de ce dicton, enfin, proverbe, je ne sais pas, mais quand j'allais à l'école, mon prof il m'avait enseigné que, en Afrique, quand un vieux, hein, un abuelo, comme on dit, un grand-père mourait, on disait que c'était une bibliothèque qui brûlait, non? Donc, Mmh. effectivement, on a perdu et aujourd'hui, notre société, malheureusement, il nous mène pas vers une vieillesse sage, parce que la vieillesse devrait être accompagnée d'une sagesse. Et on est en train de plutôt pointer du doigt, non, la vieillesse comme quelque chose qui est pas bien, on devient sénile, on devient moche, on devient, voilà, on devient grabataire, comme on dit en français, non? Et la vieillesse, c'est quelque chose qu'il faut éviter. En tout cas, le plus possible, y échapper. Mais on peut vieillir bien, on peut vieillir en bonne santé et devenir sage. Moi, j'ai 2 exemples, que c'est 2 maîtres, hein, Alexandre Jodorowsky qui va vers ses 97 ans, hein, qui est Waouh! en voilà, waouh, qui est en très bonne santé et pareil, moi ça fait quelques années que je vais au Mexique apprendre d'un toltèque, hein, vraiment un chaman nahual qui sont vraiment spéciaux parce qu'ils font partie d'une longue lignée millénaire où la connaissance se transmet comme ça de génération en génération. Et lui, il a le bel âge de 111 ans. Voilà. Et il est Mmh. pareil, hein, en bonne santé, il respire la santé sur tous les niveaux, tu vois, mental, émotionnel, énergétique et physique, parce qu'on se promène avec lui pendant des heures et, et il a 111 ans, quoi. Oui, et c'est vrai que, en France, on dit déjà qu'à 55 ans, on est déjà considéré, comme senior et puis des fois, on peut voir que, alors je pense que c'est un petit peu plus avec, les femmes. Je pense à ça parce que j'étais, il y a quelques jours avec des amis donc qui sont un peu plus, âgés que moi et j'ai l'impression qu'il y a un peu ce poids de le fait d'avancer dans l'âge, alors que moi je trouve quand même que c'est quand même quelque chose de merveilleux parce que, comme tu dis, on acquiert aussi plus d'expérience. Alors même si des fois, c'est vrai qu'on n'a pas forcément vécu des choses qui sont forcément faciles, hein, même quand on est plus jeune, hein, que ça soit, voilà dans la santé, ou, le relationnel ou même, l'argent. Mais c'est vrai qu'après ça nous amène aussi, plus de sagesse quelque part, même si bon, il y a encore, à apprendre. Mais moi, je suis contente en tout cas de mon jeune âge, hein, j'ai que 33 ans. Ah, Jésus-Christ. Mais je voilà, oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, voilà, je suis contente d'être sur cette voie-là
même si je regrette pas non plus, voilà, tout ce qui s'est passé, dans le passé. Mais c'est vrai que j'ai aussi constaté en allant, en Guadeloupe, l'année dernière que, nos ancêtres sont assez isolés quand même. Voilà, moi, c'était important d'y retourner pour déjà prendre soin aussi de ma grand-mère et puis, bah, aussi honorer, ma terre. Et c'est vrai que c'est comme tu dis, c'est quelque chose on le perd en fait, alors que dans voilà, dans ces sagesses aussi ancestrales, il y a plus de respect même pour, aussi bien pour le passé, pour la vie, pour, la mort quoi. Et je trouve ça aussi beau en fait. Mmh. Oui, alors c'est vrai que Alors d'abord, moi, j'ai jamais été aussi bien dans ma vie qu'à mon âge aujourd'hui. Tu vois, jamais. Tous les niveaux, Ouais, comme psychologiquement, quoi. émotionnellement et même énergétiquement, c'est aujourd'hui que je me sens le mieux. Alors c'est peut-être étonnant, mais c'est comme ça. Et j'ai perdu le fil. Tu disais, oui, on perd. Si, tu sais, Bouddha, Siddhartha, avant de devenir Bouddha, il s'est illuminé parce qu'il a découvert trois choses, la maladie, la vieillesse et la mort. Tu vois, Mmh. c'est trois choses qui sont vraiment tabous chez nous, dans notre, Oui. dans cette société actuelle, parce que la mort, on la voit pas. On la voit pas, hein. Moi, encore, en Italie du Sud, et, après le Covid, ça a un peu changé, mais on prend nos morts à la maison, ils sont veillés, tout le monde vient les voir, on peut les toucher. On a son rapport à la mort qui est proche. Même au Mexique, Mmh. la mort est très proche parce que c'est un pays qui côtoie vraiment les deux côtés, la lumière et l'obscurité. Non, il y a beaucoup de problèmes avec les cartels, avec voilà, des problèmes assez importants, non, avec des meurtres, des choses comme ça, non. Et, et donc la mort, on la côtoie, on la voit, mais c'est important de la voir, de la côtoyer parce que ça fait travailler au niveau de notre conscience. Parce qu'on va mourir. Même dans le chemin chamanique, il est important d'être conscient de notre propre mort, parce que Mmh. c'est une compagne qui nous rend conscients, conscients de nos Oui. actes, conscients qu'on n'a pas l'éternité devant nous, etc. C'est un allié important dans ma voie, hein. Et Mmh. même nos vieux, on ne les voit pas, maintenant on les enferme dans, on appelle ça des maisons de retraite, non? Et on s'en Oui. sépare, ouais, on s'en sépare, et on ne prend pas soin d'eux, alors que peut-être ils ont pris soin de nous quand on en avait besoin, et nous, on les abandonne maintenant. Donc, la maladie aussi, c'est assez tabou parce qu'on est enfermé dans un hôpital et on n'aime pas parler de problèmes de santé, à part d'un point de vue aujourd'hui presque industriel, parce que la médecine est devenue aussi une industrie, non? C'est comme ça, avec ses mauvais et bons côtés, parce qu'il y a les deux toujours. Il ne faut pas tout mettre du mauvais côté. Mais voilà, ces trois choses aujourd'hui sont tabous, et alors qu'ils font partie de l'éveil de la conscience. Autrement, on parlerait Mmh. pas de Siddhartha qui s'illumine avec ces trois choses. Oui. Mmh. Alors pour revenir, sur, la psychogénéalogie, on dit souvent qu'il y a toujours enfin toujours, je ne sais pas, mais en tout cas qu'il y a souvent un mouton noir dans la Mm. famille. Celui qui est différent et qui vient peut-être libérer une mémoire, une injonction. Est-ce que tu penses que ce rôle est déjà écrit avant notre naissance, comme un destin inévitable, ou qu'il s'agit d'un choix, un moment de lucidité, un acte de liberté pour accomplir notre véritable destinée? C'est une belle question. Je ne peux pas te répondre précisément parce que je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est prédestiné, qui s'est fait au moment de venir sur Terre. Je ne sais pas. C'est un mystère. Mais en tout cas, je suis Mmh. d'accord sur le fait que le mouton noir vient déranger les consciences de l'arbre, non? Et Mmh. quelque part, ça les fait bouger, dans le bien comme dans le mal. Mais je pense que c'est vrai que le mouton noir, moi j'étais le mouton noir de ma famille, tu vois, comme par hasard. Et donc, je ne suis pas le seul cas, parce que je connais beaucoup d'autres personnes dans ce même cas, qui, au final, sont venus faire un travail de conscience. Alors,
Le mouton Mmh. noir, c'est celui qui dérange la norme. Mais qu'est-ce que c'est la norme? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, notre société, eh, si on se conforme à cette société, on rentre dans la norme, mais quelque part, notre société, elle est malade. Alors, quelqu'un a dit que ce n'est pas forcément un signe de bonne santé de s'identifier à une société malade, non? Alors, c'est bien, on a besoin des moutons noirs. On a besoin Oui, qu'ils viennent bousculer, non, les consciences. Mais je ne sais oui. pas si c'est prédestiné. Ça, c'est un vrai mystère. Parce que je me demande, même sur des personnes, parfois, tu sais, je vois deux personnes et ils ont les mêmes vécus. Bien sûr, ils ne peuvent pas être pareils, mais je peux prendre des cas très proches. Par exemple, le cas de deux frères où la mère est assassinée et il y en a un qui s'en sortira jamais, il mourra très jeune parce qu'il n'a jamais dépassé ce problème-là, et il y en a un qui s'en sort très bien. Alors pourquoi, non? Alors bien sûr qu'il y a des différences entre les deux frères, et c'est pas la même vie, c'est pas la même personne, c'est pas les mêmes ressentis, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qui fait qu'un s'en sort et l'autre pas? Non? Qu'est-ce qui fait qu'une personne qui a subi, par exemple, des violences, non, finira malade avec un cancer à cause de ça, et une autre personne qui a subi exactement les mêmes violences, voire plus, elle s'en sortira très bien? C'est un mystère. Je ne sais pas répondre à cette question. Oui, c'est pas évident. Alors, je crois que c'est Boris, Cyrulnik, je crois, si je ne dis pas d'erreur sur son nom, qui avait, survécu à la Shoah et qui a beaucoup écrit aussi sur, la résilience. Oui. Hem et je pense que c'est vraiment peut-être propre à chacun, en tout cas, heu, comme tu dis, des fois quand on a une épreuve comme ça ou aussi d'autres grandes épreuves, hein, comme la Shoah ou alors, des gens qui ont perdu, la perte d'un enfant, et il y en a qui arrivent à passer, au-dessus, on va dire, sans pas oublier, mais à faire cette acceptation peut-être quelque part et à avancer, de nouveau. Mais c'est certain que je pense que c'est quelque chose de vraiment personnel. Oui. Mmh. Oui, vraiment, quoi, vraiment. Alors, Oui. est-ce que c'est prédestiné? Est-ce que on ne sait pas. Ça, Hmm, on sait pas, hein. Après, c'est aussi, les croyances de chacun. Il y en a qui vont dire que voilà, tout est écrit et qu'on n'a pas vraiment de libre arbitre quelque part, et puis d'autres qui vont dire que si, on peut changer, aussi. C'est vrai que peut-être que tout existe au final, toutes les potentialités, hein, en si. fonction, je crois que c'était Franck Lobé qui disait: «On fait l'expérience de ce que l'on croit». Donc je Hmm. sais pas, ton avis par rapport aussi, à ça, un peu plus, ta vision justement? Mmh. Si, 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 je pense qu'on fait l'expérience de ce qu'on croit, parce que c'est comme ça. Le monde n'est pas ce qu'il est, mais ce qu'on croit qu'il soit, non? Et après, celui qui pense en moi, c'est même pas moi, parce qu'on m'a donné à penser le monde d'une certaine manière. Voilà. Mais par rapport, Oui. ouais. Mais par rapport à ce que tu disais sur les croyances, moi, je suis un chemin de connaissance. Je ne veux pas croire. C'est pour ça que je dis, je ne peux pas te répondre parce que je ne suis pas dans la croyance. Je suis dans la Mmh. connaissance. Je veux connaître. Tu sais, c'est comme cette histoire de ce journaliste qui demande à Krishnamurti, il lui demande, maître, est-ce que vous croyez en Dieu? Et lui, il répond, non, je ne crois pas en Dieu. Il dit, comment vous, maître, vous ne croyez pas en Dieu? C'est pas possible, mais c'est pas possible. Et lui, il répond, non, je ne crois pas en Dieu, je le connais. Mmh. Tu vois? C'est différent Ouais. entre croire et Oui. croire. Alors, bien sûr que nos croyances deviennent la réalité. Il faut faire attention à ça, parce que quand on croit quelque chose, on l'introjecte dans notre réalité. On est les Mmh. créateurs de notre réalité. Et ça, il faut en prendre conscience. Bien sûr qu'il ne suffit pas de penser quelque chose pour qu'elle arrive, même si nos pensées ont un impact dans la réalité. Chaque moindre pensée a un impact dans notre réalité, attention. Mais il ne suffit pas de dire j'ai envie de devenir riche et je deviens riche. Parce qu'au final, c'est la croyance inconsciente euh, qui va se, comment dire, qui va se imposer, hein. C'est, Oui. c'est,
que je crois inconsciemment sur l'argent qui va s'imposer dans ma réalité, qui va la créer. Donc, il est Mmh. important de faire attention à qu'est-ce qu'on croit inconsciemment, au-delà déjà de consciemment. Mais dans les deux cas, je suis pour connaître et pas pour croire. Oui, et pour revenir, sur cet inconscient, peut-être que, on oublie aussi que c'est l'inconscient qui est en je sais plus le terme, mais c'était au moins, 1000 fois plus fort, plus puissant justement que ce conscient. Absolument. Peut-être que 1000 fois, c'est peu. Oui. Oui, oui. Et l'inconscient, il est très, très fort. Je me rappelle de un cas d'étude où justement, il mesurait l'importance du choix conscient, comment il allait être en connexion avec un autre inconscient, non? Et donc, ils ont vu que c'était toujours en mettant des électrodes sur le cerveau, etc., on faisait choisir des cartes à des personnes. Et on se rendait compte que la carte qu'ils choisissaient, avant de la choisir, même si moi je disais, ah, c'est celle-là, c'était l'inconscient qui avait donné une impulsion au conscient pour choisir cette carte-là. Et même si je fais ça, que je change au dernier moment et je prends une autre carte, c'est toujours l'inconscient qui a joué pour changer de direction. Donc, on ne peut pas vaincre un inconscient. Moi, je me rappelle quand j'ai étudié avec Jodorowsky, il disait, il faut faire attention parce que tu ne peux pas vaincre l'autre. Même si toi, tu vois les choses, tu comprends un problème et que l'autre n'est pas prêt à le recevoir, tu ne peux pas lutter pour lui faire voir la problématique à un niveau conscient parce qu'il va s'opposer. Son inconscient est tellement fort que tu ne pourras pas gagner. Tu ne pourras jamais gagner contre un inconscient. Donc oui, c'est l'inconscient qui détermine vraiment notre vie. Oui. Est-ce que tu as un exemple marquant, d'une transformation liée justement au travail, en psychogénéalogie et avec le tarot aussi peut-être? Dans des personnes que tu as accompagnées? Bon, tu dois en avoir plein, je je suppose? Je n'ai tellement, maintenant j'oublie les derniers parce que avec le temps, tu sais, on accumule tellement d'informations que même des cas, bon, parfois si, il reste un petit peu, mais j'ai beaucoup, beaucoup de cas. Je peux te parler des cas de physique, des cas émotionnels, des cas au niveau mental, spirituel, psychologique. Beaucoup de gens qui ont travaillé avec moi, enfin des gens qui ont travaillé avec moi et qui ont eu des transformations, soit un point de vue matériel. J'ai quelqu'un qui a travaillé pendant des années avec l'arbre généalogique parce que c'est un travail qu'on fait pendant des années quelque part. Alors bien sûr qu'une séance, on peut faire une, deux séances avec moi et ça peut suffire. Mais il est probable qu'au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, la personne doit retravailler sur une problématique qui a émergé, qui est une nouvelle problématique, ou alors parce que une fois qu'on a travaillé quelque chose, ben, celle-là, on l'a mis de côté, c'est travaillé, il émerge quelque chose d'autre, etc. Par exemple, ce monsieur galérait au niveau de la vie émotionnelle, n'avait pas de copine, et il a fait un travail. D'abord, il rencontre une femme, il se marie, il a eu 2 enfants. Voilà, il a commencé à aller beaucoup mieux émotionnellement. Et puis, il avait des problèmes matériels, donc il a travaillé avec moi matériellement. Et du coup, il a décidé, avec mon aide, d'ouvrir une entreprise, etc. Et aujourd'hui, après quelques années, il la revend et il va à la retraite parce qu'il vend tellement bien son entreprise qu'il n'a plus besoin de travailler. Voilà, ça c'est un cas par exemple. J'ai un autre cas, ça c'est une femme qui avait un enfant et qui avait eu un enfant avec une trompe fermée, une ouverte et une fermée. Mais elle avait eu un enfant. Et puis elle voulait avoir un deuxième enfant et du coup, ça ne marche pas. Elle va faire des examens. Ils ont vu que la deuxième trompe était fermée. Donc, elle ne pouvait pas rester enceinte, non, elle ne pouvait pas tomber enceinte. Elle a fait un travail avec moi, de psychogénéalogie, 2 heures de travail. Je lui ai donné des solutions parce que ma particularité, surtout, c'est donner des solutions. Parce que on peut voir des problèmes. Imagine-toi, tu vas chez le médecin, il va te dire
ouais, vous avez un problème à la jambe, vous avez un problème au rein, et puis ils ne te donnent pas de solution. Alors, qu'est-ce que tu fais? OK, maintenant je sais que j'ai un problème à ma jambe, un problème au rein, mais comment je travaille ça? Comment je guéris, non? Donc, il est important de donner des solutions. Moi, j'ai toujours travaillé pour donner des solutions aux personnes. Donc, en prenant cette histoire de cette femme, je lui donne quelque chose à faire, elle l'a fait, et une semaine après, elle va faire un examen et on voit que la trompe s'est ouverte, comme par Waouh! miracle. Comme par miracle. Mmh. Alors, imagine qu'elle devait faire une opération en Suisse, qu'elle devait payer 30 000 euros, pas du tout assurer le succès, parce qu'on a dit on essaye, mais c'est pas sûr que ça marche, et avec toutes les implications d'une opération anesthésie totale, etc. C'est toujours un risque, et puis il y a, comment dire, des effets secondaires un peu hein, de ce genre d'opération. Et là, sans opération, sans rien, rapidement, sa trompe s'est ouverte. Voilà. Mmh. J'ai plein de cas comme ça. Hein. Encore l'autre Moi, jour, pardon, excuse-moi, Moreno. je suis allé, tu sais, faire une conférence près de Genève, côté français, et il y a une femme qui est venue, elle me dit, ah, mais tu te souviens de moi, je t'ai consulté, alors je me souvenais à peu près d'elle, de son visage. Il m'a dit, tu te rappelles, je t'ai consulté parce que j'avais des problèmes émotionnels, j'avais plus d'hommes depuis des années, etc. Et là, regarde, je te présente juste après le rendez-vous et ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place, ce que tu m'as dit de mettre en place. Et bien voilà, depuis un an, je suis avec cet homme et on est très heureux. Voilà, Mmh. des cas, j'en ai plein. Oui, bah, c'est super, c'est très, très beau et je crois fortement à la puissance, de la psyché et de l'inconscient parce que même moi, je l'ai expérimenté aussi, personnellement et c'est une petite anecdote, voilà, pour te partager, aussi. Donc c'était en 2015-2014 quand j'avais eu une première opération. Donc à l'époque, j'avais des douleurs menstruelles, donc on savait pas que c'était de l'endométriose. Maintenant aujourd'hui, je le sais, voilà. Et avant, bah, voilà, j'avais une boule qui était apparue au niveau de l'aine et donc tout le monde avait touché cette boule. J'ai fait tous les examens, vraiment. Là, on a programmé une opération et on me disait à l'époque, bah, voilà, ça doit être une hernie, inguinale, vu que c'était pas encore, très connu l'endométriose. Jour de l'opération, donc je me fais, anesthésie, générale, je me réveille et je me suis pas très bien réveillée, donc du coup, au lieu que ça soit de l'ambulatoire, je suis restée une nuit de plus, à l'hôpital et puis l'infirmière qui me dit: «Ah bah, c'était pas si grave que ça» et donc j'attends le médecin qui vient et puis il me dit: «Bah, en fait, on vous a fait la cœlioscopie, mais votre boule, et bah, elle avait disparu». Wow. Alors que tout le monde avait palpé cette boule et on la voyait sur les examens, même moi je pouvais, la toucher et là je me suis dit: «Waouh, c'est dingue quand même, hein». Là-dedans, Comme c'est quoi. hyper puissant et je pense qu'il y a un truc qui s'est passé dans mon inconscient, je sais pas quoi, mais qui a dû se dire: «Bah non, en fait, c'est pas le moment, tu vas pas t'en débarrasser comme ça aussi facilement». Parce qu'au final, un mois après, bon voilà, elle est revenue, enfin voilà, ça a été tout un long cheminement comme tu le dis, ça prend du temps aussi d'apprendre à se connaître et aujourd'hui, voilà, je sais pourquoi et aujourd'hui, bah, je suis guérie. Pour moi, en tout cas, je me considère guérie de l'endométriose et j'ai aussi expérimenté, la médecine, chamanique, mais ça, on pourra en reparler si tu veux, en dehors du podcast et c'est vrai que c'est assez dingue, quand même et j'ai fait aussi ce travail, voilà, sur ma lignée féminine, donc ça m'a permis aussi de comprendre, beaucoup de choses et je pense que c'est aussi un tout. Donc ce travail de l'inconscient, j'ai jamais aussi rejeté, hein, la médecine, allopathique. Voilà, c'est important. Des fois, on a besoin aussi. Mais Absolument. c'est vrai que j'avais aussi cette approche du corps, donc de prendre soin, voilà, par la nourriture, faire du sport, aller travailler aussi sur l'inconscient et en même temps, quand il fallait faire les examens, bah, voilà, j'allais le faire, quoi et je pense que c'est aussi un tout qui m'a beaucoup, aidée. Est-ce que Oui, tu peux, nous parler peut-être un petit peu justement quand tu parles des solutions oui. que tu donnes, qu'est-ce que c'est concrètement pour,
pour que ça puisse parler peut-être à l'inconscient? Bah, justement, bah, dans mon cas, hein, spécifique, j'ai appris alors on en revient quand même à quelque chose de chamanique parce que quand je travaillais avec Alexandro, il faut savoir que lui, il a inventé quelque chose de nouveau qui s'appelle la psychomagie et aujourd'hui, OK. je vois des gens qui se disent psychomages, je ne sais pas comment on dit, mais qui font de la psychomagie. Et je me demande comment ils font parce que moi, j'ai appris ça avec lui pendant des années et c'est quelque chose que s'enseigne pas vraiment. C'est quelque chose que tu peux comprendre en étant proche de quelqu'un qui fait ça, qui pratique ça, et peu à peu, en connaissant l'inconscient, les symboles, les archétypes et le langage donc de l'inconscient, c'est que tu vas t'adresser à l'inconscient d'une personne avec un acte de psychomagie. Moi, je les appelle aussi des psychoactes. Pourquoi? Parce que c'est des actes que tu vas faire, tu vas mettre en place toi-même, parce que c'est toi, ton propre guérisseur. Personne ne peut te guérir si ce n'est que toi, en réalité. Même quand le médecin te donne les pastilles non, à prendre, les cachets, quelque part, tu peux refuser de guérir parce qu'il y a des gens qui réagissent au cachet et il y a des gens qui ne Mmh. réagissent pas. Donc, ça dépend de nous. Mmh. C'est nous qui nous guérissons, tellement que c'est même ancré dans notre histoire chrétienne, hein, religieuse, pour qui est chrétien en tout cas. Si on va voir l'histoire de Jésus, quand quelqu'un va lui demander de faire un miracle, de guérir de quelque chose, euh, Jésus demande, veux-tu guérir? Et quand la personne dit oui, Jésus répond, alors tu es guéri. Pas je te guéris, Dieu te guérit, le Saint-Esprit te guérit. Non, 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 non. Veux-tu guérir? Oui, alors tu es guéri. Parce que si tu veux vraiment guérir, c'est toi qui te guéris. Alors le miracle s'est fait à travers lui peut-être, mais c'est la personne qui s'est guérie. Donc, un acte de psychomagie ou un psychoacte est adressé à une personne qui va mettre en place un rituel, hein, et comme de la magie, mais au final c'est psychologique et c'est pas magique. C'est pour ça psychomagie. Ça ressemble à de la magie parce que notre cerveau rationnel occidental actuel ne comprend pas ça. Hein. On a perdu cette connexion, cette connaissance, alors qu'elle existe depuis des millénaires, pareil. Et en mettant en place un acte comme ça, qui est vraiment précis pour la personne, qui est adressé à son inconscient, parce que l'inconscient d'un Chinois n'est pas l'inconscient d'un Italien, forcément, non? Il y a des différences. Mais plus on descend, et plus l'inconscient est collectif. C'est pour ça qu'on parle d'inconscient collectif. Mais quand on arrive à toucher dans l'inconscient la personne qui porte une problématique, à ce moment-là, l'inconscient répond, il réagit, il va changer quelque chose de façon magique, miraculeuse. On pense que c'est de la magie, c'est un miracle, mais pas du tout. Si on a la connaissance, on sait qu'on a touché quelque chose de très précis et que, en faisant cette action, elle-même, la personne, se guérit. Voilà. Oui. C'est un ordre qu'on adresse à l'inconscient. C'est pas une histoire de croyance, j'y crois pas, etc. C'est vraiment un ordre qu'on donne à l'inconscient. Exemple, puisque tu as parlé de lignée maternelle, féminine, etc. Parfois, parfois et même souvent hein, dans notre société, il y a des femmes qui souffrent inconsciemment d'être femmes. Oui. Elles ont des règles douloureuses, elles sont moins payées dans notre société, elles se sentent harcelées dès qu'elles sont dehors, etc. C'est vrai, ça existe, hein, c'est un problème qui existe encore malgré tout, non? Bien. Et bien, dans ces cas-là, on peut faire travailler la personne symboliquement avec ses attributs féminins. Et ça peut être, entre autres, hein, le sang menstruel. Je te vais faire un autoportrait de toi-même avec ton sang menstruel à une certaine heure, d'une certaine manière, etc. Et l'inconscient comprend qu'on est en train de réparer une blessure de la femme. Hein? Parce que si on le dit au conscient, je dis à toi consciemment, mais non, c'est génial d'être une femme, tu es merveilleuse en étant femme, tu as plein de qualités, d'atouts que les hommes n'ont pas, etc. Tout ça, c'est génial, mais ça ne va pas changer ton problème. Mmh. Si, au contraire, je dis la même chose à ton inconscient, avec le langage qu'il comprend, qui sont les symboles, hein, les métaphores, la même façon
que l'inconscient nous adresse un message à travers un rêve, c'est une métaphore, hein, à ce moment-là, il comprend son langage, il prend l'information et la intègre dans son fonctionnement, dans sa structure. Il lui manquait quelque chose et on va mettre ce quelque chose qui lui manquait, la reconnaissance de la femme, la reconnaissance de ton père, la valeur de l'argent, un équilibre émotionnel qui s'est cassé dans l'arbre, etc. Et là, miracle, les choses Mmh. changent, tu vois. Et c'est Mmh. comme ça que j'agis dans l'inconscient des gens. C'est pour ça que je me suis intéressé aussi à l'hypnose et à l'auto-hypnose. Mais avec l'hypnose, il y a des limites. Ça veut dire que tu ne peux pas aller plus loin qu'une certaine limite. Si l'inconscient bloque, il bloquera. Et avec l'hypnose, tu ne pourras rien faire. Alors qu'avec le psychoacte ou la psychomagie, c'est la personne qui va mettre en place ce rituel. Et donc, si elle est prête, elle le fera bien. Et elle va être en état d'ouverture parce que c'est elle-même avec elle-même qui travaille. Il n'y a personne qui va s'introduire dans ton esprit, dans ton psychisme. Et donc, c'est beaucoup plus sûr, c'est beaucoup plus rassurant pour la personne. Et du coup, ça va fonctionner. Bien sûr que si on a des résistances, on peut saboter l'acte, changer quelque chose, changer un détail, ne pas le faire. Il y a des gens, beaucoup de gens qui ne font pas les actes. Mmh. C'est étonnant, même dans cette même conférence près de Genève, il y a une femme qui avait un problème de jumeaux morts. Hein. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de gens comme ça, mais vrai ou pas vrai, peu importe, parce que si moi je crois que j'ai un problème, même s'il n'est pas vrai, il est vrai. Donc ça, il faut faire attention, parce que ah, mais c'est peut-être faux cette information, mais si la personne elle y croit, ça va être vrai. C'est notre croyance qui fait la réalité. Donc, elle me dit son problème et je lui donne un acte, un psychoacte comme solution. Et là, elle me dit, ah, mais on m'a déjà dit de faire des choses comme ça. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement la même chose que je lui ai dit de faire. Hein. Mais elle me dit, ah, mais on m'a déjà dit de faire quelque chose comme ça pour faire le deuil de cet enfant mort. Et là, je lui dis, et alors, tu l'as fait? Elle me dit, non. Ben alors, tu ne veux pas Mmh. guérir? Attention. Parce que si on te donne des solutions et tu ne les mets pas en pratique, c'est que tu ne veux pas guérir. Ça veut dire que quelque part, tu es Mmh. identifié à ton problème et tu es bien avec ton problème. Mmh. Voilà. C'est vrai. Il y a, je pense, je sais pas, inconsciemment, il y a peut-être, je dirais peut-être 2 choses. Il y a peut-être un bénéfice aussi inconscient, des fois, quand on reste, par exemple, dans la maladie, quand on est tout le temps dans le deuil, parce que quelque part, c'est être attaché, au passé, encore une fois, peut-être à cette peine, mais aussi, je pense à l'attention peut-être qu'on a aussi des autres Au et bénéfice. aussi à l'identité au final et on a peut-être peur et je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a plein de gens qui aimeraient changer, mais en fait, ils le font pas peut-être forcément parce que voilà, il y a quelque part, on en revient à la symbolique, bah, de la mort. C'est que, bah, oui, il y a une part de moi, une identité qui doit mourir et je dois me détacher de ça et après, beh, qui je suis si je n'ai plus ça, en fait? Et c'est peut-être ça qui est difficile pour certaines personnes, en plus de faire face, bah oui, à l'inconnu. C'est très juste. Mmh. Ce que tu as dit est très juste. Il y a les deux problématiques. C'est le bénéfice à la maladie. Par exemple, voilà, je suis en dépression, je ne vais pas bien, etc. Et alors, j'ai l'attention de ma famille, l'attention de mes proches, on me chuchote, etc. Non? On me, voilà, on me câline, on me porte de Mmh. l'attention. Et donc, si j'ai plus cette attention, je ne vais pas me sentir bien parce que j'ai un bénéfice au problème. Et dans l'identité, c'est pareil, parce que si je ne suis pas cette personne dépressive, qui je suis? Je suis perdu. Mais oui. Je ne peux pas être quelqu'un d'autre. Je me connais que comme ça, à travers ce problème de dépression. Donc, les deux choses sont très justes. Problème de bénéfice et Mmh. problème. Oui. Au tout début, donc tu nous as parlé, voilà, un petit peu du tarot, que c'est grâce au tarot qu'on a pu, créer justement la psychogénéalogie. Comment justement ça se complète avec le tarot? Alors, ça, c'est complète parce que quelque part, c'est la même connaissance. Le tarot, d'abord, met en lumière comment fonctionne un être humain.
de quoi il est composé. Et il est composé des 4 énergies comme notre réalité. Notre réalité extérieure est composée des 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre. Il n'y a pas d'autres éléments. Et sans ces éléments-là, on ne pourrait pas vivre, on ne pourrait pas survivre. Non? Et c'est la même chose en nous. Nous avons ces 4 éléments qui sont l'eau, la terre, le feu et l'air. Et l'air, c'est nos pensées. Elles sont aériennes, elles sont immatérielles. C'est l'air, c'est nos pensées. Et ça veut dire que dans les pensées, on était forgé, comme l'épée du tarot. Tu sais, dans les tarots, ces 4 symboles, celles qui représentent l'air, le mental, c'est les épées. Et qu'est-ce qu'on fait avec une épée? On la forge. Et de la même manière, on forge nos pensées, on forge notre mental. Parce que si je nais en Italie, ou en France, ou en Chine, ou ailleurs, je ne serais pas la même personne. Parce que je naîtrais dans une autre famille, avec une autre culture, et voire une autre religion. Hein, si imagine, je nais en Inde, au Pakistan, bah, imagine-toi que je ne vais pas croire les mêmes choses, je ne vais pas être la même personne. Mais l'énergie de l'air, du mental, nous l'avons tous en tant qu'être humain. Après, il faut voir comment cette épée, ce mental a été forgé. Voilà. Ensuite, il y a l'eau. Et l'eau représente les émotions, les sentiments, toute la gamme des sentiments, de l'amour à la haine, de la joie à la tristesse, etc. Non? Et qu'est-ce qui se passe avec la coupe? La coupe, on la façonne. On peut façonner une toute petite coupe, on peut façonner une grande coupe qui reçoit beaucoup, donc un grand cœur, un petit cœur. On peut façonner une coupe fragile avec un rien et se casse, non? On peut façonner des coupes costauds, résistantes, etc. Donc, notre émotionnel, pareil, a été façonné par une famille, par une société, par une culture et par une histoire. Voilà. Ensuite, nous avons les deniers qui représentent la terre, l'énergie matérielle, c'est le corps. Et on poinçonne la pièce de monnaie. Ça veut dire qu'on va imprimer une image, des écrits, une date, etc. Et c'est pareil, on va être poinçonné de la marque de notre société, de notre famille, de notre culture. Pareil, ça va façonner même mon corps, ma façon d'appréhender la réalité et la façon de m'appréhender moi-même. Donc, on est forgé. Et l'autre symbole qui parle du feu, de l'énergie, c'est les bâtons. Et les bâtons, par contre, pourquoi c'est des bâtons dans les tarots? Parce que l'énergie créative et sexuelle, tu peux rien y faire, on te la donne. Le bâton, c'est une branche de ton arbre. Et comme on dit, les pommiers ne font pas des poiriers, par exemple, ou vice-versa, non? Voilà, ça veut dire que énergétiquement, on te donne une quantité d'énergie, et cette énergie va être marquée par les expériences de ton passé. Pareil, de nouveau, ta famille, ton histoire, ta religion, etc. Par exemple, parfois, on trouve chez des familles une religion forte. Et je ne dis pas que c'est mauvais, mais parfois, la religion forte a tellement culpabilisé la sexualité qu'elle est devenue tabou, qu'on l'a déviée de son cours naturel. Et donc, on se retrouve avec des problèmes sexuels, par exemple, parce que trop de morale, religion trop forte, je me sens coupable ne serait-ce que d'avoir du désir, etc. Donc, cette énergie, pareil, elle est polluée, il faut la nettoyer, donc, mais elle est polluée par notre passé, par les expériences d'abus, par les expériences négatives vécues dans l'arbre généalogique. Voilà. Donc, quand on va regarder l'être humain dans ces 4 énergies, on va se rendre compte tout de suite que ces 4 énergies, ils nous composent en tant qu'être humain et que ces 4 énergies sont toujours influencées par notre passé, par notre arbre psychogénéalogique ou généalogique tout court. Hein, parce que psychogénéalogique, c'est quand on s'y plonge avec la quête de faire la lumière, non? Mais qu'on ne fasse pas cette quête, on est influencé. Ces 4 énergies sont influencées par notre passé, par les idées de mon père, de mon grand-père, par leur culture, par leur religion, parce que ça va rentrer en considération comment ils ont intégré la religion, non? Etc. Et c'est comme ça qu'il n'y a pas de séparation entre l'homme, la connaissance du tarot, et la psychogénéalogie. C'est la même chose, le même fil conducteur. D'accord.
Est-ce qu'il y a une carte justement qui nous parle le plus des mémoires familiales dans le tarot? Non, c'est pas une carte, parce que c'est des archétypes. Alors, ça dépend de la Mmh. façon comment ils vont sortir, dans quel ordre et qu'est-ce que ça va être, par exemple, la question, parce que la question souvent va nous donner un cadre. Parce qu'on peut tout voir dans les tarots, hein. C'est un instrument tellement incroyable qu'on peut tout voir. Donc, il faut une question du consultant. Généralement, on peut le faire sans question. Mais la question va me servir à moi, personnellement, à avoir un cadre. Je sais que c'est dans ce cadre-là et la personne, parfois, ne veut pas sortir du cadre parce que ça va être trop, non? On Mmh. doit tester. On peut voir si la personne est prête à aller plus loin que le cadre qu'elle a établi dans sa question, non? Mais c'est une combinaison de cartes qui va parler de qu'est-ce qui se passe dans ma structure psychologique. Est-ce que j'ai un père absent? Est-ce que j'ai une mauvaise image de la femme? Est-ce que je vais avoir des problèmes au niveau créatif, au niveau énergétique, au niveau émotionnel, et d'où ça vient, etc. Le tarot va être, comment dire, un accélérateur de, d'analyse. On peut analyser les choses très rapidement. Bien sûr, on doit faire attention, hein, à ne pas tomber dans des travers, à dire moi je sais, toi tu ne sais pas, mais travailler avec la personne en synergie pour vraiment tomber d'accord, non? Si moi je vois une chose, il faut que la personne la voie aussi. Et si elle la voit, on est bien, parce qu'on est deux à voir la même chose. Et c'est souvent ce qui se passe, hein, quand on fait ce travail-là, que ce soit avec les tarots ou avec la psychogénéalogie. Parce que si moi je vois et la personne ne voit pas, ça n'a pas le même impact. Il faut que je puisse l'amener à voir elle-même, à Mmh. regarder la situation d'un autre point de vue pour qu'elle se rende compte que deux choses qui paraissaient éloignées, en réalité, sont unies. Qu'est-ce que ça a à voir que ma mère était comme ça alors que moi j'ai des problèmes émotionnels dans mon couple, non? On pourrait dire ça. Eh bien, en réalité, c'est relié parce que tu es en train de faire une projection dans ton couple qui vient d'une construction avec la relation maternelle. Et donc, cette construction-là, tu l'appliques aujourd'hui et donc, elle va te créer des problèmes. Encore l'autre jour, hier, j'ai reçu un mail d'un acte, une personne qui a travaillé avec moi, qui avait une colère. Et dans son mail, il a fait son acte, il me raconte l'acte, et là, il me dit, je me suis rendu compte, après l'acte, que la colère que j'avais envers les personnes, en réalité, c'était la colère que j'avais envers mon père. Et c'est la même colère que je déversais sur des gens comme ça, sans me rendre compte que c'est ma colère contre mon père. Voilà. Donc ça nous permet de voir que les choses sont bien plus profondes. Je suis en colère, ok, je me justifie de ma colère parce il m'a fait un coup de poisson, il m'a insulté, il m'a dit un mot de travers, ou il a fait ce geste, je ne sais pas. Mais en réalité, je pourrais réagir de façon différente. Même si Ouais. la personne n'a pas été correcte avec moi, peut-être que je peux réagir différemment qu'avec la colère. Mmh. Ou alors Tout une à colère fait. prochaine, et pas une colère ancienne que je déverse sur cette personne parce que je suis très en colère avec mon père. Mmh. Voilà. Ouais. OK. Est-ce que tu pourrais, par exemple, nous donner un exemple avec le tarot? Je vois que tu as ton jeu entre les mains. Pour ceux justement qui vont voir la vidéo, pour, peut-être ceux qui connaissent pas le tarot, peut-être, une arcane qui va justement mettre en lumière peut-être quelques principes inconscients en lien avec, notre transgénérationnel? Bah, je peux prendre le soleil puisqu'il est là. Mmh? Ouais, bah, oui, Bien, voilà. bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les tarots parlent des symboles, mais aussi d'archétypes. Mmh? Et qu'est-ce que c'est un archétype? Les archétypes, c'est les briques avec lesquelles nous construisons toute notre réalité. Alors, pour donner un exemple, tu sais, tu vois un tableau et tu vois, par exemple, Bob Marley, hein, parce que j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps. Et en fait, de loin, c'est Bob Marley, non? Mais quand tu te rapproches, tu vois que tous les pixels, c'est des Bob Marley petits. Tu vois? Et Mmh. des petits Bob Marley font le grand Bob Marley. Tu vois? Voilà. Donc, c'est les briques avec lesquelles on construit toute la réalité. Mais c'est toujours les mêmes briques. Il y en a 22 dans le tarot. Et on les retrouve dans tous les arts sacrés, comme ça, dans tous les jeux sacrés.
on retrouve toujours les mêmes chiffres. Je vais faire un exemple. Par exemple, le tarot, il a 21 arcanes majeurs, plus le mat qui n'a pas de numéros. Donc, ils sont 22, mais 21 numérotés. Si tu prends le Yiking, le I Ching, le Yiking, je ne sais pas comment on dit en français, il y a 64 cases. Mais si tu fais 21 fois 3, ça fait 63, plus le mat, 64. Si tu prends le jeu des échecs, il y a 64 cases. Si tu prends le jeu des lois, qui est un jeu très très ancien, c'est bien plus ancien que ce qu'on t'a dit qui vient de la Grèce, etc. Non, non, si tu fais des recherches plus approfondies, tu verras que c'est millénaire. Ça a été trouvé dans des tombes en Égypte bien avant la Grèce, le jeu des lois. Et le jeu des lois, il a 63 cases, plus une où tu dois arriver où il n'y a pas de numéro. Donc ça fait encore 64. Tu vois? C'est un jeu sacré. Bien. Donc, les archétypes, mon père est un archétype. Parce que c'est une brique avec laquelle je veux construire une partie de la réalité. Et donc, par exemple, à partir de mon père, le soleil, c'est un archétype paternel. Parce que le soleil va me rappeler dans mon inconscient profond, dans l'archétype, que c'est un père. Le soleil est un père cosmique. Donc, je peux avoir des problèmes avec mon père et du coup, je peux avoir des problèmes avec la lumière du soleil. Il y a des gens qui doivent se cacher de la lumière du soleil parce que c'est très nocif. Ou il y en a qui ont le vitiligo, qui développent cette maladie. Tu sais, il ne faut pas, surtout pas prendre le soleil. Eh bien, je peux t'assurer que psychologiquement, quand on va chercher sur des personnes qui ont des problèmes avec le soleil, c'est des personnes qui ont des problèmes avec l'archétype paternel, l'homme, le père. Voilà. Donc, mon père va jouer comme archétype et va marquer ma relation, soit avec mon homme intérieur si je suis un homme, soit avec l'homme extérieur si je suis une femme, et aussi mon homme intérieur en tant que femme, hein, parce qu'on a les deux. Mais ça va marquer ma relation avec moitié de l'humanité. Alors, parfois, on ne va pas le voir. On aura des relations avec des hommes, ok, il n'y a rien. Mais parfois, je vais avoir des problèmes avec le couple, avec le médecin, avec l'avocat, etc. Parce que ça, c'est des archétypes paternels. Et dès que je vois vraiment mon père dans un médecin, c'est juste des problèmes avec mon père, je risque d'avoir des problèmes avec ce même médecin. Je vais créer quelque chose qui va créer un problème. Voilà. Donc, c'est ça le tarot. Le tarot parle des symboles et d'archétypes. Comme le soleil, c'est le père, on a la lune et c'est la mère. Voilà. Après, on peut prendre n'importe quelle carte, hein, mais par exemple, si on prend tempérance, eh bien, tempérance, on voit que c'est un ange. Mais l'ange va tout de suite nous mettre en connexion avec des symboles et des archétypes de notre inconscient. Par exemple, pour parler psychologiquement, maintenant, ça doit faire des années, hein, mais avant que l'avortement soit légal, tu sais, il y avait des femmes qui faisaient des avortements illégaux, non? Mmh. On appelait ça, Mmh. tu sais comment on appelait ça Les dans le Japon? les faiseuses d'anges. Des faiseuses Ouais, d'anges, oui. tu vois? Donc, du Mmh. coup, Tempérance, qui est un ange, pourrait représenter un enfant mort, un enfant qui n'est pas né, qui devait naître et qui n'est pas né, un avortement. Ça peut représenter le petit frère de ma mère, dont je porte le prénom, qui est mort à l'âge de 6 ans, etc. Donc, va sortir Tempérance. Hein? Voilà. C'est comme ça que ça va parler à notre inconscient. Et c'est pour ça qu'il faut connaître vraiment les symboles reliés à, à notre psyché. Parce que personne, je connais peu de gens qui sont capables de mettre en relation tempérance avec un enfant mort. Oui. Mmh, mmh, mmh. Voilà. Et puis, il y a d'autres symboles, parce que cette tempérance devient aussi, bon, ici, il y a 2 serpents, je ne sais pas si on peut voir, mais oh là là, faut que je m'approche beaucoup. Tu vois, il y a 2 serpents au Oui. bas de sa jupe, de sa robe. Bien. Ces 2 serpents vont représenter le caducée, les 2 serpents de la médecine. Les 2 serpents aussi qui s'enroulent autour du bâton, qui représentent aussi l'ADN.
etc. Donc, on peut y voir la médecine, on peut y voir quelque chose qu'il faut guérir dans l'arbre, qu'il faut guérir aujourd'hui dans ma vie, même si ce n'est pas relié à l'arbre, pourquoi pas ma relation euh, à l'argent, ma relation à mon travail, mon couple, qu'est-ce que j'en sais, même si après derrière ça, il peut y avoir des problèmes de psychogénéalogie, mais bon, voilà, donc je vais comprendre qu'il y a quelque chose à guérir, parce qu'il faut guérir soit le corps, soit le mental, soit le cœur, etc. Et donc, voilà, c'est un symbole qui va nous parler de quelque chose qui va au-delà de la manifestation première de cette carte, non? Parce que quand on voit ta carte, Hmm. on se dit, ah, c'est la spiritualité, c'est mon ange gardien, etc. Oui, ok, pourquoi pas. Mais peut-être qu'il y a aussi d'autres choses plus concrètes à voir dans cette carte. Oui. Alors, je crois que si je fais pas d'erreur, il me semble que c'est Georges Coyol qui explique que comme si dans une carte, il y avait aussi différents niveaux aussi quelque part de conscience. Et c'est vrai que des fois, qu'on peut voir peut-être notamment aujourd'hui avec bon voilà tout ce mouvement aussi New Age et malheureusement on a mis le tarot un peu dedans alors que c'est pas du tout du New Age, mais on reste dans quelque chose qui est en surface au final, qui est peut-être très superficiel, qui est joli à entendre, qui, enfin voilà. Et je trouve ça dommage, moi personnellement, parce que au final, on est en train de déconstruire tout ce qui a été créé, tout le symbolisme, toute la profondeur, je trouve aussi bien psychologique, thérapeutique ou autre. Mais heureusement que tu es là, Moreno, pour amener aussi ça. Et je suis persuadée que, comme tu as dit, c'est aussi un outil qui prend du temps à comprendre, à étudier, à connaître, comme là, le fait que, comme tu dis, il n'y a pas beaucoup de monde déjà qui amène le fait de voir dans une carte, bah voilà, que c'est rattaché peut-être à la perte d'un enfant ou autre, hein. Donc, je pense que ça t'a pris aussi bah, des années Oui, pour acquérir tout ça. absolument. Parce que tu vois, tu as dit quelque chose aussi de très juste. Euh, les tarots, c'est les tarots. Et au final, les tarots, c'est que du papier imprimé. Donc, ça dépend vraiment de qui te lit les tarots. Parce que c'est ça qui va Mm. insuffler la conscience au tarot, non? L'âme au tarot. Quelqu'un m'a dit, ah, mais les tarots, ils ont une âme. Je dis, non, non, non. Les tarots, c'est du papier imprimé. C'est le lecteur qui va insuffler son âme dans les tarots. Et c'est là qu'il prend vie. Donc, ça dépend du niveau de conscience de qui te lit le tarot. Mais c'est dans chaque Mm. domaine, c'est comme ça, au final, hein. On parle de ce domaine-là, Oui. ok. Mais dans tous les domaines, ça dépend vraiment de la personne. Parce que, par exemple, des médecins, il y en a des milliers. Mais il y a des très, Mm. très, très bons médecins, même s'ils sont allopathiques, comme on dit, euh, et qui sont très, très bons, quoi. Et puis, il y a des médecins qui ont presque acheté leur diplôme et qui, voilà, ils vendent des médicaments quelque part, non? Donc, ça dépend. Mm. Comme il y a des prêtres corrompus, euh, avec des perversions sexuelles, etc. Mais il y a des prêtres qui sont géniaux, qui sont magnifiques, qui sont, Mm. voilà, sont vraiment des êtres humains connectés à cette partie mystérieuse qui est Dieu, non? Donc, tout Mm. dépend de qui fait la chose. Ça, c'est très important. Mm. On dit il faut de tout pour faire un monde. Donc, il y a de tout, voilà. Euh, alors, on approche peut-être un peu plus de la fin, donc je vais avancer un tout petit peu dans mes questions. Si tu avais la capacité de retourner dans le passé, est-ce que tu le ferais? C'est-à-dire, comme un voyage et je reviens, Ben, peut-être, est-ce que tu le ferais? Alors, pas forcément pour changer quelque chose ou pour changer quelque chose, ou est-ce que ce serait peut-être pour comprendre une situation ou au contraire, peut-être vivre un événement où tu n'étais pas là peut-être et que tu aurais aimé vivre. Donc c'est une question un peu plus personnelle pour le coup. elle est intéressante ta question. Comme je te disais au début, j'ai jamais été aussi bien qu'aujourd'hui. Donc, quelque part, je ne voudrais pas revenir dans le passé pour revivre le passé. Ça, non. Après, j'ai une curiosité, peut-être parfois, oui, d'aller voir des choses où j'étais pas là, ou des choses que je voudrais éclaircir, pourquoi pas, comme un voyage dans le temps, non? Pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant de pouvoir faire ça.
Et peut-être qu'un jour, on saura le faire hein, aussi. Mais pas pour revenir en arrière. Ça, je n'aurais pas envie de revenir en arrière. Non, parce que je pense que tout ce que j'ai vécu est juste. Même si j'ai souffert, je ne parle pas des moments heureux, parce que ça, c'est facile, mais même les moments malheureux, les moments difficiles, c'est ce qui m'ont formé, c'est ce qui m'ont forgé aussi. Et donc, je remercie même mes parents, leurs travers, leurs névroses, parce que ça m'a amené à ce que je suis aujourd'hui. Donc, je pense que tout est à sa place et que tout est bon, comme dans le mauvais, hein, mais même le mauvais est bon quelque part, c'est ça que je veux dire, parce que ça m'a formé. Et quelque part, c'est là que j'ai appris le plus. Hein. C'est quand j'ai traversé des situations difficiles où j'ai dû affronter des difficultés que quelque part j'ai évolué. Donc, pour changer, non. Par curiosité, oui. Mmh. Oui, je partage, ta vision en tout cas là-dessus, oui. Mmh. Alors moi, je suis une grande adepte des routines. Est-ce que tu en as justement tu nous as dit, hein, un petit peu au début, pour prendre soin de toi déjà, mais aussi peut-être est-ce que tu as des routines que tu fais pour honorer ta lignée? Oui, ça je le fais chaque soir en réalité. C'est-à-dire que quand je vais au lit, je remercie. Je commence par mon père et ma mère, hein, en remerciant tous de leur côté, comme je te disais. Et quelque part, je remercie même les gens que je ne connais pas indirectement, parce que je me mets à remercier les gens qui ont pu m'amener le légume, tu sais, au petit primeur, je vais l'acheter, les mains que l'on Mmh. récolté. Oui, je remercie la planète et la terre-mère qui est très importante pour moi. Et j'ai ce rituel-là tous les soirs. Je remercie. Je remercie les personnes qui sont à côté de moi, les personnes qui m'aident. Et je pense que c'est important de savoir dire merci. Mais chaque Mmh. soir, je prends quelques minutes pour faire ça, parce que mentalement, on va quand même assez vite, non? Mais j'ai une longue liste comme ça de personnes et de choses à remercier, y compris la terre. Mmh. Oui, ça, je le fais Oui. chaque. Après, j'ai d'autres routines. Mmh. D'accord. Est-ce qu'il y a un livre, ou un film ou quelqu'un que tu aimerais nous recommander en lien, alors pas forcément en lien peut-être avec la psychogénéalogie ou le tarot ou même, la vie de manière, générale, hein? Moi, j'étais passionné par les livres de Castaneda. C'est vraiment des livres qu'il faut lire. Moi, un ou deux, il faudrait les lire. Il faudrait lire Voir ou Voyage à Ixtland. Voilà, c'est des livres vraiment pour qui est intéressé en tout cas par le côté chamanique. Voilà. Après, si on s'intéresse au tarot, je conseille le livre de Jodorowsky parce qu'il est super, La Voix du tarot. Mmh. Voilà. Oui. Mais il y a plein de livres que j'ai lus. Maintenant, je lis encore, mais il y a quelques années, je me suis dit, je vais lire moins parce que ce que je veux, c'est pas nourrir ma tête. Je veux nourrir mon expérience. Donc les livres, c'est très bien, mais c'est limité. Les livres te donnent le savoir, mais ne te donnent pas la connaissance. Et la connaissance, on l'acquiert que par soi-même, que par l'expérience. Voilà. Après, j'ai Mmh. beaucoup aimé Gurdjieff aussi. Je me retourne pour voir ce que j'ai, mais j'ai plein de livres sur les symboles, sur les rêves, sur la maladie, sur la symbolique des maladies. Il y a plein de livres intéressants, non, qu'on peut lire. Oui. Mais j'ai une Oui. petite préférence. Voilà, mes livres de cœur, un peu, ce sont les livres de Castaneda. Mmh. OK, je rajouterai tout ça dans les notes, de l'épisode. Alors du coup, bah, on approche à la fin, Moreno. Où est-ce que l'on peut justement te retrouver et comment on peut travailler, avec toi? Alors, c'est très simple. J'ai un site, donc il suffit de taper Moreno Fasari. On me trouve sur Internet, on me trouve sur Instagram, on me retrouve sur Facebook. J'ai un mail auquel on peut m'écrire, c'est info avec un S, hein, info, S, arrobase, morenofasari.com. Et on peut me contacter si on veut un rendez-vous. Mais attention, parce que pour le rendez-vous, il faut attendre beaucoup de temps. Il y a 4, 5, 6 mois d'attente à peu près, hein, généralement, toujours pour un rendez-vous. Mais j'ai aussi des formations qu'on peut se procurer en ligne de tarot.
Mais je dois dire que ce n'est pas juste des formations sur le tarot, c'est des formations sur la vie, sur qui on est. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dire tarot, c'est pratiquement réducteur. On pense toujours, ah, je vais lire le tarot, je vais faire de la voyance, etc. Alors que non. Parce que tout à l'heure, tu avais dit qu'on s'était, en Occident, on avait un peu perdu la connexion avec les ancêtres, non? Et tout ça. Mais on a perdu aussi la connexion avec la connaissance. On pense qu'aujourd'hui, la connaissance se trouve en Inde, dans les ashrams, au Tibet, et je ne sais pas où, non? Mais c'est pas vrai. Parce qu'ici, en Occident, à cause de la Sainte Inquisition, la connaissance a été cachée. Pour qu'elle ne se perde pas, pour que tout ne soit pas brûlé, on a caché la connaissance. Et même les tarots, à un moment donné, ça a été donné au peuple sans leur expliquer qu'est-ce que c'était, parce qu'on avait peur qu'ils soient brûlés à tout jamais. Donc, on l'a donné au peuple, on n'a pas dit ce que c'était. Les gens, quand ils ont vu ça, ils ont dit ça en jeu. Ils ont d'abord joué à la belote, tu vois, des choses comme ça. Et seulement, il y a combien, à la fin de 1800 à peu près, ouais, elle doit faire un siècle et demi, quelque chose comme ça, on s'est intéressé aux arcanes majeures parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ces arcanes majeures? Parce qu'on les avait mis de côté, on ne les comprenait pas. On a pris les mineurs, on a fait des jeux de hasard, hein. Et donc là, il y a des mystiques qui ont commencé à s'intéresser à ce jeu-là qu'on n'avait pas compris. Et on a vu qu'il était d'une incroyable richesse et qu'il décelait des connaissances cachées, etc. Mais on l'a mal compris parce que, de nouveau, la préoccupation du peuple, c'est connaître l'avenir. Il s'inquiète toujours de l'avenir, de la fin du monde, qu'est-ce qui va arriver demain, etc. Non? Donc on s'est dit, ah, c'est certainement un instrument pour lire le futur. Mais pas du tout. Parce que puisqu'on n'a pas transmis que c'était un livre de connaissances, parce que c'est qu'un livre au final, c'est le premier livre imagé qui a jamais existé. Parce que tous les autres jeux du monde, hein, tous les tarots du monde, tous les oracles, tout ce qui est venu après le tarot de Marseille, qui est un jeu anonyme. Parce que, pourquoi il s'appelle le tarot de Marseille? Parce que c'est une œuvre révélée. Les œuvres révélées, c'est des œuvres qui viennent de l'inconscient, de la divinité, appelons ça comme on veut, mais c'est des œuvres complètes qui sont révélées à l'être humain. Par exemple, Kabbalah, ça veut dire ce qui est reçu. Donc, le tarot a été reçu. On ne pouvait pas se l'attribuer, on ne pouvait pas donner un nom d'une personne, le tarot de Moreno. Donc, c'est resté le tarot de Marseille parce que c'est une œuvre révélée, sacrée. Et en tant que telle, on ne peut pas la changer, on ne peut pas la modifier, on ne peut pas l'améliorer. C'est comme si je voulais améliorer la Joconde, non? Ou la nuit étoilée de Van Gogh, je crois, ou je me trompe. La nuit Il me étoilée, semble, oui. semble, hein, que je ne dise pas de bêtises. Ou si je voulais améliorer les pyramides d'Égypte. Tu vois? C'est pas possible, c'est juste pas possible. L'œuvre sacrée, elle est parfaite telle qu'elle est. Voilà. Mmh. Et, OK. et voilà. Et je ne sais plus pourquoi je te disais tout ça. On parlait de tes formations. Oui, voilà, on parlait de mes formations. Oui, voilà, parce que je disais que ces formations sont beaucoup plus que des cours de tarot, mais beaucoup, beaucoup plus, hein. Et, toutes les personnes qui prennent ces formations me font de retour et me disent, ah, mais voilà, c'est incroyable. Moi, ça faisait 19 ans, hein, quelqu'un dernièrement qui m'a dit, ça faisait 19 ans. J'ai beaucoup hésité à acheter ta formation parce que ça fait 19 ans que j'étudie les tarots et donc j'ai fait le tour. Et là, je suis vraiment ravi. Je suis obligé de te faire un retour positif parce que j'ai appris de nouvelles choses, ça m'a ouvert de nouvelles portes, etc. Parce qu'on parle de l'être humain Mmh. et on ne parle pas que du tarot. Oui, et j'ai vu aussi que tu avais une formation justement en généalogie, pardon, Oui, qui arrive là, très bientôt. Il me semble que c'est au mois de septembre. Est-ce que tu peux nous en parler? absolument. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de formidable parce que j'ai condensé le travail sur la psychogénéalogie parce que c'est bien plus long. Donc il y a 6 cours pratiques, si on veut. Enfin, c'est théorique, hein, mais je donne tous les outils pour pratiquer la psychogénéalogie, déjà pour soi, parce qu'il faut commencer toujours par soi. Et ensuite, si on veut aussi développer ça en tant que thérapeute, pourquoi pas. Donc, je donne vraiment les grands points de la psychogénéalogie,
Donc, il y a une formation de 6 cours de théorie pratique, théorie quand même, et 4 cours, on va les faire vraiment de pratique, c'est-à-dire qu'on va prendre 4 personnes qui participent généralement à la formation, qui se portent volontaires, avec une petite participation en plus, mais on va faire leur arbre en direct dans le groupe et on va travailler donc tous les points essentiels de l'arbre et surtout ce qu'on a étudié pendant ces 6 cours. Je crois que c'est des cours qui durent au moins 3 heures chacun. Donc, même si c'est 6 cours, c'est à peu près, que je fasse les comptes, c'est au moins 15 heures de cours. Voilà. Et dense, vraiment dense, mais accessible. C'est vraiment, Ouais, voilà, tout le monde peut comprendre ces cours parce que je les ai rendus vraiment intelligibles. Voilà. ouais, Donc, super. voilà, voilà. Donc, bientôt, elle va D'accord. commencer cette formation, effectivement. Oui, OK, mais je mettrai encore une fois toutes les informations, dans les épisodes. Je te remercie, infiniment Moreno pour ce moment partagé, c'était, vraiment super. Merci beaucoup et puis on se dit, à très bientôt. Merci à toi, merci de m'avoir invité, merci à tout le monde et à très bientôt. Cette interview avec Moreno t'a plu? Tu sais ce qu'il te reste à faire. Commente, like, partage, abonne-toi, diffuse-le au plus grand nombre. N'hésite pas également à nous écrire à Moreno et moi, on serait ravis de te lire. En attendant, prends bien soin de toi et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!